Pareil, on m'avait promis une AVS. L'AVS, je l'avais 2 heures par semaine, même pas par jour, 2 heures par semaine, en mathématiques et en géographie, c'est tout. En fait, ça a été vraiment la dégringolade. Heureusement, j'ai trouvé une copine qui est toujours mon amie, d'ailleurs, ça fait 6 ans, qui est toujours mon amie, qui, pareil, écrivait mes cours, m'aidait. Pareil, dans les escaliers, elle m'aidait, elle me tenait la main, elle essayait d'allumer les lumières, parce que les couloirs, ils étaient grands, je connaissais pas. Enfin, vraiment, ça a été mes yeux, et un peu ma sauveuse, carrément ma sauveuse d'ailleurs, parce que sans elle, ouais, je sais pas comment j'aurais fait. Bonjour et bienvenue dans l'Anomalie, le podcast qui ouvre la discussion sur la maladie et le handicap. Jusqu'à présent, j'avais interviewé des personnes dans la trentaine, la quarantaine. De nombreuses thématiques ont été abordées, parmi lesquelles la question du handicap dans le monde professionnel. La question des études avait été laissée de côté, faute d'invités pouvant aborder le sujet. Bonne nouvelle, le témoignage d'Alexandra vient combler ce manque. Dans cet épisode, nous établissons quelles sont les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques pour intégrer un étudiant souffrant d'un handicap visuel. Mais avant tout, quelques mots sur mon invité du jour. Alexandra est une jeune fille lumineuse, bourrée d'énergie. Elle m'a scotché lors de notre premier échange par sa détermination et sa maturité. Alors qu'elle était enfant, le diagnostic d'une rétinite pigmentaire a été établi. Ce terme fait référence à un ensemble de maladies génétiques de l'œil. Dans le cas d'Alexandra, les visions périphériques et nocturnes sont atteintes. Alexandra voit mal lorsqu'il y a peu de lumière et elle peine à distinguer les objets s'il y a peu de contraste entre eux. Les conséquences dans la vie quotidienne d'Alexandra sont multiples et elle revient en détail dessus dans l'épisode. Le sujet que nous avons décidé de creuser est celui des études, puisque l'environnement d'Alexandra doit être adapté afin de lui permettre d'étudier dans des conditions optimales. Environnement lumineux, agrandissement, mise en place du tiers-temps, présence d'une AESH sont autant de dispositifs qui simplifieraient la vie d'Alexandra. Vous l'aurez compris, j'emploie le conditionnel parce qu'ensemble nous revenons sur les manquements de l'éducation nationale et de l'université pour lui assurer un environnement de travail serein. Tout n'est pas à jeter. Alexandra décrit également les environnements qui lui ont permis de s'épanouir et de donner le meilleur d'elle-même. Je pense donc que cet épisode est parfait pour les personnes concernées, bien évidemment, mais également pour les aidants et le personnel enseignant afin d'identifier les bonnes et les mauvaises pratiques en vue d'accompagner un élève en situation de handicap visuel. Sur ce, je vous laisse avec l'énergie communicative d'Alexandra pour un épisode dense et plein de vie. Bonjour Alexandra, je suis super contente de te recevoir dans cet épisode de l'Anomalie, le podcast qui ouvre la discussion sur la maladie et le handicap. C'est toi qui m'as contactée. Coucou, c'est toi qui m'as contactée sur Instagram en parlant de ton parcours et en proposant qu'on s'appelle. Moi j'étais un peu surprise, c'était une des premières personnes qui m'a contactée et j'avais pas trop d'attente, enfin je me suis juste dit j'ai du temps devant moi, je croule pas sous les demandes et puis ça me fait plaisir de parler donc allons-y. Et j'ai été bluffée par notre échange et surtout par ta maturité puisque tu n'as que 19 ans et tu as beaucoup de choses à raconter avec beaucoup de maturité, de recul sur tout ce que tu as vécu, une confiance en toi qui m'a beaucoup impressionnée. Et donc la sensation que j'ai eue c'est que tu avais une très forte personnalité. Bah, merci pour cette présentation, ça me fait très plaisir. Oui, bah en fait, je t'ai contacté parce que moi j'avais besoin de parler publiquement de mon parcours de vie, voilà, de ma maladie, du rythme que j'ai au quotidien avec ce handicap. Et je me suis dit, bah pourquoi pas t'envoyer un message pour qu'on en discute. Je suis très contente de faire ça. Moi aussi, je suis contente d'échanger avec toi. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de ton parcours avec la rétinite pigmentaire et plus particulièrement de la manière dont cette pathologie a affecté ton parcours scolaire. Normalement, ça n'aurait pas dû l'affecter puisqu'on aurait dû s'adapter à ton handicap. Mais on est en France et c'est la manière dont les choses se passent actuellement. Rapidement, pour expliquer la rétinite pigmentaire, ensuite tu vas donner toutes les précisions. C'est un terme générique qui est utilisé pour désigner un ensemble de maladies génétiques de l'œil. Et donc, elles ont tout en commun de se manifester par une perte de la vision nocturne au début et puis un rétrécissement du champ visuel. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, quand c'est mal éclairé, tu vois peu ou pas. Et donc, ça a un impact dans ta vie quotidienne. Et moi, ça a été une vraie claque d'échanger avec toi parce que bien que je sois en situation de handicap, je n'ai pas eu d'impact dans ma vie scolaire et dans ma vie étudiante. Et donc, je me suis un peu plus rendu compte de à quel point le monde était validiste et des impacts que ça pouvait avoir sur la vie qu'on souhaitait avoir, la définition de son parcours professionnel, de sa carrière, etc. Bah, écoute, tu as très bien résumé le gros du gros de ma maladie, parce que c'est vrai que c'est une maladie rare et qui, du coup, est très complexe à comprendre, même pour moi. C'est vrai que des fois,
je découvre certains aspects de ma maladie et je me dis, oh là là, ça, je connaissais pas. Je savais pas que c'était possible. Donc, voilà, c'est un peu comme une partie de jeu. Donc, en effet, c'est principalement le champ visuel qui se rétrécit, c'est-à-dire que je vois uniquement ce qui est en face de moi. Je ne vois pas ce qu'il y a sur les côtés, je vois pas ce qui est en bas de moi et je ne vois pas ce qui est en hauteur non plus. Donc, par exemple, un ballon qui arrive vers moi, je ne le vois pas. S'il y a des canettes qui traînent par terre ou un trou par terre sur le trottoir, pareil, je ne le vois pas. Et puis sur les côtés, s'il y a une voiture qui arrive alors que je suis en train de traverser, je ne la verrai pas. Je l'entends, mais je la verrai pas. Donc voilà, ça demande une hyper vigilance constante tout le temps. Puis pareil, oui, dès que il y a plus de lumière, ma vue, elle disparaît, quoi. Vraiment, elle s'efface. C'est un peu comme une luminosité de téléphone, quoi. Plus il y a de la lumière, plus je vais voir, et puis moins il y aura de lumière, et tout va s'effacer autour de moi. Ça touche également les cônes. Donc, les cônes, c'est tout ce qui est la perception des couleurs. Donc, il y a des couleurs que je perçois assez difficilement. Par exemple, hier, j'ai demandé à une collègue de travail qu'elle me prête le ciseau rouge. Elle m'a dit, il est violet. Et c'est des petites choses comme ça. Même des fois avec ma maman, je lui dis, est-ce que tu peux me passer mon t-shirt vert? Et elle me dit, bah non, c'est gris. Souvent le bleu, le violet et le noir, ou même des fois le bleu et le violet. C'est assez compliqué. Et ça touche également du coup les bâtonnets, donc tout ce qui est sensibilité à la luminosité et également se repérer dans l'espace. Voilà, moi, dès que je vais dans un endroit que je ne connais pas, je dois prendre mes repères, je dois prendre mes marques et il faut que ma vue, elle s'habitue. Donc voilà, je suis assez lente, j'y vais à tâtons. Après, il y a aussi tout ce qui est, par exemple, la mise au point. Comme un appareil, comme une caméra qui ne ferait pas la mise au point. J'ai un peu de mal aussi à voir les choses avec clarté. Je vois très souvent flou. Donc, ça a un impact très fort sur ta vie quotidienne et ça semble assez évident. Tu as appris pour cette maladie et ta famille a appris pour ta maladie lorsque tu étais petite. Est-ce que tu peux rapidement revenir sur ton parcours avec la rétinite pigmentaire? Oui, bien sûr. Alors, tout est parti d'une phrase. À l'entrée au CP, souvent, on nous donne des poésies à faire, des dictées, etc. Et moi, tous les soirs, je faisais les devoirs avec ma maman et je faisais des dictées. Et donc, du coup, je devais écrire des mots, des phrases sur un cahier de brouillon. Et à chaque fois, j'écrivais jamais sur les lignes. Mais vraiment jamais. Ça partait dans tous les sens. Ma maman, ça l'énervait. Tu pourrais me dire, mais écris sur les lignes, en fait. Pourquoi tu n'écris pas sur les lignes? Faut suivre les lignes. Et je l'ai regardé et je lui ai dit, mais je vois pas les lignes. Et là, elle s'est dit, ok, ok, là, il y a un truc. Donc, elle s'est dit, ok, bah, il n'y a pas de souci, on va prendre rendez-vous chez l'ophtalmo. Et donc, du coup, on prend rendez-vous chez l'ophtalmo, il me fait passer toute une série d'examens. Mais vraiment, moi, je trouve ça à la fois amusant et à la fois très étrange parce que je me dis, waouh, j'enchaîne beaucoup d'examens, j'enchaîne beaucoup de machines, on me met des gouttes dans les yeux pour dilater mes pupilles, pour pouvoir vraiment voir au fond de mon œil. En même temps, on me lance des flashs dans les yeux, puis après, on me lance un jet d'air pour prendre ma tension. Enfin, je me dis, waouh, ok, c'est assez étrange, mais bon. Et puis, lui, suite à ces examens-là, il décèle quelque chose, mais en fait, il est pas sûr. Et il est pas sûr, du coup, il nous en parle pas. Il nous dit, pour vraiment confirmer mes certitudes et approfondir ce que je pense avoir comme pathologie, avoir décelé comme pathologie, il faut que vous alliez à l'hôpital de Tours, qui, eux, sont spécialisés dans tout ce qui est les pathologies rétiniennes, etc. Donc, du coup, pareil, on reprend rendez-vous, on a rendez-vous. On arrive à 13h. Donc, on arrive à 13h à l'hôpital. On ressort à 19h. C'est extrêmement long. Pareil, on enchaîne les examens. Ma maman ne me quitte pas. Même des fois, la interdiction de venir dans les salles, elle vient quand même. Puis il faut savoir que j'ai 6 ans et demi sur le moment. Donc, je suis très, très jeune. Il y a juste le dernier examen où là, elle a dû sortir. En gros, ils m'avaient anesthésiée. Ils m'anesthésient et ils me disent, on va te mettre des coques. Sauf que les coques, c'est petites choses rondes comme ça qu'on pose sur l'orbite de ton œil pour vraiment voir avec précision le fond de ton œil. Sauf que moi, à 6 ans et demi, je vois des choses rondes comme ça, énormes, sur les orbites de mes yeux. Je me dis, impossible. Personne ne touchera à mes yeux, personne ne me mettra ça sur les yeux.
à tel point que l'anesthésie est partie. Ils ont dû refaire une anesthésie, mais ça a moins bien fonctionné. Puis après, ça a fonctionné, sauf qu'en fait, ils me disent que les coques n'ont pas fait leur travail correctement, donc on n'a pas pu bien voir ce qui se passait au fond de mon œil, donc faut recommencer. Enfin bref, ça n'en finissait pas. Au bout d'une heure et demie d'examen, du coup, le verdict tombe et le médecin me dit, vous êtes bel et bien atteinte de la rétinite pigmentaire. Rétinite pigmentaire, maladie génétique, avec comme conséquence perte de la vue. Mais on ne sait pas si votre fille, elle perdra la vue dans 6 mois, dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus difficile en tant que parent. Moi, sur le coup, je réalise pas trop. Je me dis, OK, bon, j'ai un problème de vue. Je vois pas comme les autres enfants. C'est pas grave, je vais porter des lunettes. Qu'il est, voilà, mes parents, ils voient pas les choses de la même façon. Ma maman l'accepte de suite. Vraiment, elle accepte. Elle dit, OK, s'il faut réadapter le train de vie, on réadaptera. S'il faut, voilà, modifier notre rythme de vie, changer les choses, voilà, même refaire des modifications à la maison, etc., on le fera. Mon grand frère aussi, il parle pas beaucoup, mais il a compris que c'était assez important, assez grave et embêtant. Mon papa a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de mal. Vraiment. D'ailleurs, au début, il était complètement dans le déni. Et, voilà, fallait pas en parler. Et ça, je le comprends, puisque chacun vit les choses avec la charge émotionnelle qu'il a. Mais c'est vrai que ça a été compliqué, du coup, puisque ma maman, elle s'est vraiment retrouvée toute seule face à ça et face à cette situation. Elle s'est retrouvée avec sa petite fille de 6 ans et demi, malvoyante. Et puis, bah, c'est une maladie rare, comme je l'ai dit. Donc, voilà, chaque jour, on apprend, on vit avec, on s'adapte et puis on fait. Mais c'est vrai que tout est parti de la phrase je ne vois pas de ligne sur le cahier de brouillon, quoi. Ouais, c'est marrant ce que tu dis sur le déni de ton père. Le mien aussi a fait un énorme déni. Et bon, alors mon père est médecin hein, quand même. Il m'a dit que j'avais pas de sclérose en plaques. Et quand on est. Alors moi j'avais 20 ans, j'étais plus âgée que toi, mais malgré tout, quand un des deux parents accepte pas ce qui se passe, j'ai pas de jugement sur le fait d'être dans le déni. Mais malgré tout, c'est difficile de construire son rapport à la maladie quand il y en a un des deux qui dit qu'il y a rien ou qui veut pas l'accepter. C'est exactement ça. D'autant plus que enfin, la phrase que mon papa a dit en sortant de l'hôpital, c'est non, mais les médecins se sont trompés. Donc là, voilà, ma maman, bon, ça faisait beaucoup pour elle. Et même ma grand-mère paternelle, du coup, elle lui a dit, tu pourras jamais aider ta fille si toi-même tu n'acceptes pas ce qu'elle a aux yeux. Et si toi-même tu n'acceptes pas ce qu'elle a. C'est pas une honte, c'est juste que, bah, voilà, elle est malvoyante et elle va avoir besoin de l'aide de ses deux parents et du soutien à 100% de ses deux parents. Et pour le coup, ma maman, elle me soutient à 1000% et mon papa, il me soutient, mais pas à la hauteur de ma maman. Et c'est vrai que, bah, ça se ressent. Et puis, bah, ça pèse aussi beaucoup. Parce que moi, pendant très longtemps, j'ai eu du mal à accepter parce que mon papa n'acceptait pas. Et puis je me disais, bah ouais, c'est la honte d'avoir une fille comme ça. Ouais, c'est la honte d'avoir ça. Ouais, pourquoi moi je suis pas comme les autres? Pourquoi moi j'ai ça? Qu'est-ce que j'ai fait à la vie pour avoir ça? Sachant que j'ai deux grands frères et trois grandes sœurs, je me suis toujours dit, mais pourquoi c'est pas tombé sur eux? On en vient à penser des choses horribles. Bien sûr que j'ai absolument pas envie que ça leur arrive. Mais on se dit, pourquoi moi? En plus, je suis vraiment la dernière de la fratrie, donc je me dis, waouh, ok. C'est vraiment le vilain petit canard jusqu'au bout. Donc c'est vrai que c'est très très compliqué le déni au sein de la famille. Après, je ne le blâme absolument pas et ce n'est pas le seul. Et j'ai plein de membres de ma famille qui ne comprennent pas. Ils sont totalement dépassés par ce que j'ai. Non, non, mais oui, non, non, il n'y a pas une histoire de blâme ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que en tant que personne qui apprend qu'on a une maladie, enfin moi j'ai fait un déni de 7 ans et je pense que mon père est en partie responsable, puisque ben, moi je faisais confiance à mon père et que mon père c'était vraiment ma figure rassurante pour moi. Et donc s'il a dit que j'étais pas malade, c'est que j'étais pas malade. C'est ça. En fait, je comprends. C'est inconcevable. Comme ma maman m'a dit, c'est inconcevable que deux personnes qui s'aiment très fort, qui décident de faire un petit être là, comme ça, et qui arrive sur Terre, le petit être, il est malade. Je comprends. C'est inconcevable voilà, que son enfant soit malade comme ça. Mais à un moment donné, c'est pas aider l'enfant que de refuser. Enfin, je sais que moi, peut-être 2, 3 jours après, notre rendez-vous à l'hôpital, je jouais aux billes, parce que quand j'étais petite, j'adorais les billes. Et en fait, on avait un très, très grand couloir dans mon appartement. Et j'ai fait tomber le sac de billes par terre. Et je sais que mon papa, il m'a dit, ramasse les billes. Et moi, je l'ai regardé, toute insouciante, et je lui ai dit, mais je ne vois pas les billes.
Et il est allé voir ma maman et il lui a dit, mais alors là, tu sais pas la dernière. Non, mais tu sais pas la nouvelle. Elle voit pas les billes. Et ma mère, elle lui a dit, ouais, mais qu'est-ce qu'on t'a dit à l'hôpital? Et c'est que des choses comme ça. C'est-à-dire que, pareil, toute la famille du côté de mon papa, mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes, ne savent pas ce que j'ai. Et sûrement qu'ils l'apprendront en écoutant ce podcast. Ah mais ça me fait penser à un truc. Bon, c'est marrant parce que là on fait une grosse digression, mais moi j'ai pas pu dire à mes grands-parents ce que j'ai parce que il y a une connotation autour de la sclérose en plaques et qu'il fallait pas les inquiéter. Et je trouve que c'est très dur en tant que personne malade parce que enfin, je sais pas comment dire, mais j'accepte que ma famille s'inquiète pour moi, mais c'est quelque chose de différent de le vivre de l'intérieur. Et je trouvais ça horrible d'avoir à porter ma maladie sur mes épaules et en plus la honte ou la peur que les autres pouvaient avoir. Normalement, je devrais me concentrer que sur moi parce que c'est moi qui vis avec cette maladie. Alors bien évidemment, il y a des trucs où je peux échanger avec mes parents, où on peut en parler et tout, mais le fait qu'on m'ait demandé de pas en parler pour pas inquiéter mes grands-parents, j'ai trouvé ça horrible parce que du coup, ça a modifié le rapport que j'avais à ma maladie en me disant ça fait peur. Alors que j'aurais pas dû me poser cette question-là. Exactement. Puis il y a un peu ce côté de, on minimise la maladie que tu as, on minimise le handicap et on minimise ton ressenti et comment tu vis ton handicap. Et je trouve ça horrible parce que comme tu dis, on a déjà ce truc psychologique de se dire, oh là là, mais je suis pas comme les autres entre guillemets, c'est la honte. J'ai cette maladie-là que les autres n'ont pas, c'est la honte. Mais en même temps, mes parents, est-ce que je leur fais pas honte? Est-ce que eux aussi n'ont pas honte de ce que j'ai? Et en fait, à tout ce processus qui fait que, bah, en fait, on n'accepte pas du tout ce qu'on a, on est totalement dans le refus de ce qu'on a, et ça nous fait pas avancer, ça nous aide pas, et ça nous permet pas d'accomplir ce qu'on a envie d'accomplir. Donc, c'est vrai que le déni, c'est extrêmement violent psychologiquement pour les personnes malades, quoi. Parce que techniquement, celles qui sont dans le déni, en vrai, elles sont dans le refus de la réalité, donc c'est leur carapace et c'est leur moyen de se protéger. Mais nous, quel est notre moyen de nous protéger face à notre maladie et face également à nos proches qui sont dans le déni. Après, comme je dis, chacun a le droit de ressentir ce qu'il veut. Mais c'est vrai que là, sur le moment, on n'avait pas besoin d'entendre les médecins se sont trompés. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, ça va mieux, on n'en parle pas. Mais je sais que quand je le vois, il m'aide, il est là pour moi. S'il y a des escaliers, parce que ça aussi, pareil, les escaliers, je vois pas le relief des marches quand je descends des escaliers. Donc, en fait, je vois pas quand est-ce que la marche s'arrête. Donc, s'il y a pas quelqu'un qui me tient ou si moi je me tiens pas, bah, je tombe. Donc ça, je sais que il l'a compris, donc il m'aide. Quand il fait sombre aussi, il m'aide. Mais c'est vrai que, ouais, il a beaucoup de mal. Pour lui, bah, faut que je mette des lunettes et puis ça ira mieux, quoi. Alors que malheureusement, j'aimerais beaucoup. Franchement, j'aimerais beaucoup mettre des lunettes et retrouver un petit peu de vue. Mais pas du tout. Et ben justement, pour enchaîner, est-ce que tu peux nous expliquer l'impact de ta maladie sur ton parcours scolaire en nous donnant quelques exemples concrets de tâches que des enfants sans handicap visuel peuvent réaliser et que toi, tu avais du mal à faire? Et pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'avoir par exemple un tiers-temps, une AESH, etc. Bah déjà, faut savoir que du coup, dès qu'on a su ça, ma maman a envoyé un mail, elle a fait des lettres, elle est allée voir en personne la directrice de l'école, mon maître d'école du moment, parce qu'en plus j'étais en plein apprentissage de l'écriture et de la lecture, donc ça tombait vraiment pas très bien. Et eux, ils ont tout de suite été très très réactifs, ils ont réagi, ils ont dit bah, y a pas de souci, on lui fera les photocopies en plus gros, on lui rajoutera du temps pour les contrôles ou les choses comme ça. Et pareil, s'il y a des exercices beaucoup trop compliqués, ben, on l'enlèvera. Par exemple, je sais qu'en géométrie, quand on doit faire des triangles ou quand on doit faire des figures ou quand on doit faire des courbes, moi, ma vue, elle fait pas ce travail de imprimer dans mon cerveau ce qui est une courbe, ce qui est un triangle et en même temps le reproduire sur une feuille. Donc ça, je sais que souvent j'étais dispensée de ces exercices-là en géométrie. Et souvent, mes maîtres et maîtresses d'école, ils ne comptaient pas des points là-dessus, quand il y avait des contrôles de maths ou des contrôles de géométrie. Pareil, en français, j'arrive à lire, mais le temps que ma vue déchiffre les lettres, le mot, la phrase, et que elle envoie l'information à mon cerveau, il se passe quand même quelques secondes. Parfois, je peux me mettre, je sais pas moi, 1 à 2 minutes pour lire une phrase. J'ai besoin de temps.
parce que le temps que je lis la phrase, que j'imprègne la question, que je l'intègre, et que après j'y réponde, bah, les autres, ils ont déjà répondu au moins à 4-5 questions. Donc, c'est pour ça que c'était très, très important pour moi d'avoir un tiers-temps. Et pareil, les agrandissements de sujets, des copies, c'est extrêmement important parce que malgré tout, quand c'est en plus gros, ma vue, elle a moins d'efforts à faire, j'ai moins de concentration à avoir. Pareil, tout ce qui est art plastique, bah, vu que j'ai une dystrophie des couleurs, dystrophie, c'est, pour utiliser un terme un peu plus courant, c'est un dérèglement des couleurs. Et voilà, j'ai du mal. Pareil, en art plastique, c'était très compliqué. Moi, on me demandait de dessiner, on me demandait de mettre des couleurs. J'y arrivais, mais je mettais beaucoup, beaucoup de temps. Tout ce qui est coloriage. Moi, je me rappelle que quand je coloriais, quand j'étais petite, moi, j'étais une petite fille calme, sage, joyeuse. Mais mes dessins correspondaient absolument pas à ma personnalité. C'est-à-dire que je coloriais n'importe comment. Ça n'avait aucun sens. Il n'y avait aucune cohérence. Je dépassais partout. Je me rappelle même des enfants qui disaient, mais tu sais pas colorier. Tu dépasses. Regarde les lignes. Regarde les démarcations. Mais moi, je les voyais pas. C'est que des choses comme ça auxquelles on pense pas forcément quand on voit. Mais du coup, moi, en vrai, tout me demande un effort. Et c'est réel. Après, au collège, pareil, vu que je grandissais, ça allait mieux. J'ai réussi à obtenir une AVS en quatrième, alors que ma maman avait fait les démarches fin CM2, début sixième, parce que pareil, les démarches administratives extrêmement longues. Dès que j'ai eu une AVS, bah ça m'a changé la vie parce qu'en gros, c'était mon AVS qui m'aidait, qui lisait les questions pour moi, qui écrivait pour moi parce que pareil, les lignes, bah, vu que je les vois pas, c'est n'importe comment, ça n'a aucun sens. Donc en français, si je dois rédiger des dissertations ou faire des textes et que j'écris n'importe comment, je peux être pénalisée. Donc heureusement que j'avais quelqu'un qui écrivait, qui lisait pour moi, qui me permettait aussi un peu de souffler. Donc voilà, c'est pour ça aussi que l'aide humaine, elle est extrêmement importante pour moi, je dirais même primordiale. C'est-à-dire que c'est pas grave si j'ai pas mes agrandissements de feuilles, tant que j'ai mon aide humaine à côté de moi, c'est ce qui compte. C'est plein de choses comme ça. Le tableau, j'en ai pas un souvenir d'avoir vu une fois ce que les maîtres et maîtresses d'école écrivaient au tableau. Pour moi, le tableau, il est blanc, quoi, alors qu'il est rempli d'écriture. Donc, avant que j'aie une AVS, c'était une ancienne copine qui écrivait mes cours, qui me disait ce qui était marqué au tableau, qui faisait un peu office de secrétaire pour moi. Et puis après, dès que j'ai eu mon AVS, ça m'a changé la vie. Puis après, j'ai déménagé à Nice, justement pour ça aussi, par rapport à mon handicap. Ok, et est-ce que, alors bon, moi je connais déjà la réponse, tu peux nous parler durant ta période collège-lycée d'environnements qui t'ont aidé et peut-être d'environnements où ça s'est moins bien passé, si tu as été victime de discrimination, etc., pour qu'on puisse voir les bonnes pratiques et ce qu'il faut éviter dans le cadre d'un handicap visuel pour intégrer un élève. Alors, on est janvier 2019. Je suis en quatrième et ma maman me dit, j'ai fait des recherches et j'ai découvert un collège qui inclut les personnes en situation de handicap, notamment les personnes déficientes visuelles. Sauf que ce collège, il est à Nice. Il faut savoir que moi, j'avais déjà un de mes frères qui habitait près de Nice avec sa conjointe et sa fille. Donc, du coup, on s'est dit, pourquoi pas à Nice. Il y avait d'autres grandes villes dans lesquelles il y avait des collèges également qui incluaient du coup les déficients visuels. Mais on s'est dit, pourquoi pas Nice. Et donc, du coup, pareil, on remplit les papiers, etc. Et puis, je sais qu'il fallait signer une attestation parce que j'étais mineure. Il fallait signer une attestation pour que je quitte du coup mon collège privé, que j'aille dans un autre collège et de surcroît à 1 000 kilomètres de là où j'habitais. Donc, mes deux parents ont signé. Moi, franchement, première impression que j'ai de ce collège, je me dis c'est très très grand, mais les gens sont super gentils, très à l'écoute, très accueillants, très bienveillants. Donc voilà. Et pour moi, dans ma tête, j'allais être dans une classe avec des collégiens déficients visuels. Or, je fais ma rentrée et il se trouve que ben, dans ma classe, il y a 29 autres élèves, mais qui ont toutes leurs capacités visuelles, toutes leurs capacités cognitives, auditives, mentales, vraiment. Et moi, je suis la seule malvoyante. Donc, je connais personne. J'ai laissé mes amis, j'ai laissé mon papa, j'ai laissé ma vie, j'ai laissé ma maison
pour me retrouver dans un petit appartement, dans un immense collège où on est 500, alors que moi, je venais d'un collège où on était 160, avec 29 autres élèves que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas, qui ne savent pas ce que j'ai aux yeux. Donc, en fait, je recommence tout à zéro. Pareil pour les professeurs. Heureusement, j'ai une professeure principale extraordinaire qui a été à l'écoute, qui m'a vraiment soutenue de A à Z, du début d'année jusqu'à la fin, qui a tout fait pour moi. Et franchement, c'est elle qui m'a vraiment aidée. Mais c'est vrai que ouais, je me suis sentie très très seule. Pareil, on m'avait promis une AVS. L'AVS, je l'avais 2 heures par semaine, même pas par jour, 2 heures par semaine, en mathématiques et en géographie, c'est tout. C'était, en fait, ça a été vraiment la dégringolade. Heureusement, j'ai trouvé une copine qui est toujours mon amie, d'ailleurs, ça fait 6 ans, qui est toujours mon amie, qui, pareil, écrivait mes cours, m'aidait. Pareil, dans les escaliers, elle m'aidait, elle me tenait la main, elle essayait d'allumer les lumières, parce que les couloirs, ils étaient grands, je connaissais pas. Enfin, vraiment, ça a été mes yeux, et un peu ma sauveuse, carrément ma sauveuse d'ailleurs, parce que sans elle, ouais, je sais pas comment j'aurais fait, comment j'aurais réussi mon année, sans l'aide de ma maman aussi, parce que c'était l'année du confinement. Donc en fait, on s'est retrouvés au mois de mars à faire l'école à la maison. Et en fait, c'est ça qui m'a sauvée, parce que ma maman, elle connaît mieux que personne mes besoins et ce qui est nécessaire pour que je puisse réussir et pour que je puisse travailler correctement. Donc pareil, on travaillait ensemble. Quand j'étais fatiguée, c'était elle qui écrivait pour moi, qui faisait des choses pour moi. Pareil, quelqu'un de lambda, il peut faire ses devoirs à 22 heures ou à 18 heures en plein mois de décembre. Moi, même avec la lumière artificielle, je peux pas, j'arrive pas, je vois pas. Ma vue, elle s'efface, quoi. Donc, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait soit les devoirs le matin, soit en début d'après-midi pour être tranquille le soir. J'ai quand même réussi à obtenir mon brevet grâce à ma maman et à cette amie en question. Mais c'est vrai que ça a été très très compliqué. En plus, en pleine période d'adolescence, j'avais 14 ans. Donc moi, je voulais vraiment être madame tout le monde, qui voit comme tout le monde, qui fait les choses comme tout le monde, qui suit en classe comme tout le monde. Ça ne fait pas du tout. Moi, si on m'interrogeait pour, je sais pas, lire ce qui était écrit au tableau, c'était une angoisse. J'essayais de trouver des excuses et j'étais dans le refus total de ma maladie et je supportais aucune aide de la part de personne, sauf que malheureusement, bah si, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin des autres pour y arriver. J'ai besoin aussi de moi-même, mais c'est vrai que voilà, j'ai besoin des autres et c'est important. Je pense qu'on a tous besoin des autres en vrai, mais les personnes en situation de handicap plus que les autres. Et moi, j'étais dans le refus et tout ce qui était en rapport avec ma maladie, c'est-à-dire que même prendre rendez-vous chez l'ophtalmo, ça me faisait péter des câbles. J'avais pas envie de prendre rendez-vous chez l'ophtalmo, j'avais pas envie d'aller chez l'ophtalmo alors que j'avais des copines, je sais pas, qui allaient à la plage ou voilà, j'avais pas envie de passer des après-midi à faire des champs visuels. Ouais, juste avant que tu racontes le lycée et donc ce qui s'est bien passé quand même, ton ami qui t'a aidé et qui t'a soutenu pendant ta période de collège, bon, c'est quelqu'un qui a des très très belles valeurs, je présume, et qui a l'air d'être une amie loyale. Sauf que normalement, tu aurais dû avoir une AVS et une personne qui était payée pour le faire. Et donc, c'est une adolescente qui visiblement a l'air très ouverte, qui en fait a pris sur son temps disponible pour t'aider. Et c'est trop bien, mais normalement, il y a quelqu'un qui aurait dû être payé pour faire ça. Elle est remarquable parce que ben, on était très très jeunes, elle connaissait pas vraiment ma pathologie. Moi, je pars du principe que là, mes amies, elles savent toutes ce que j'ai et elles me connaissent toutes par cœur et elles connaissent aussi mon handicap par cœur et elles le prennent comme si c'était le leur et je trouve ça incroyable. Mais sur le coup, elle savait absolument pas les besoins que j'avais, comment fallait m'aider et elle l'a fait, elle l'a pas hésité et je trouve ça remarquable à 14 ans d'avoir une telle ouverture d'esprit, une telle maturité et une telle bienveillance pour aider quelqu'un qui a besoin d'aide et que tu ne connais pas. Mais c'est vrai que oui, elle n'était pas payée pour le faire et puis elle aussi, elle avait son brevet à passer. Ne pas oublier aussi que mon AVS, je l'avais très très peu, mais quand je l'avais, il n'était pas non plus. Est-ce que c'est cette AVS qui t'a fait une remarque très déplacée? Oui, oui, oui. Bah oui, alors une fois, parce il y avait quand même une salle dédiée aux déficients visuels et donc ça nous permettait de faire nos devoirs avec les AVS et ça nous permettait aussi voilà de nous reposer. Et donc une fois je faisais mes devoirs dans cette salle avec mon AVS
Et puis, il m'a regardé, parce que, pareil, je devais être en crise existentielle, qui m'arrivait très souvent à l'époque. Il m'a regardé, il m'a dit, Alexandra, on va pas se mentir, t'es une femme, t'es noire, et en plus t'as un handicap. T'es mal barrée dans la vie. Ça va être compliqué. Et là, je me suis dit, waouh. Et en fait, je suis rentrée chez moi le soir. Je l'ai dit à ma maman. Ma maman, elle a voulu aller le voir, etc. Mais je lui ai dit que ça servait à rien. De toute façon, c'était dit, et puis il le pensait. Hein, on va pas condamner les gens pour ce qu'ils pensent, mais bon, ce serait bien quand même que ce qu'ils pensent, ils le gardent pour soi. Surtout quand tu es un adulte et que tu travailles avec des collégiens en situation de handicap. Ça a été 14 ans. Franchement, ça m'a achevé. Et en plus, faut savoir, une petite précision, je ne suis pas noire, je suis métisse. Et ça aussi, je me base sur ça parce que ma maman est blonde aux yeux bleus. Voilà, mon papa est noir, et ma maman est blonde aux yeux bleus. Donc, je suis métisse, je ne suis pas noire. Et c'est vrai que ça m'a énervée. Et pareil, le fait de dire qu'on est une femme. Enfin, je veux dire, il y a tellement de femmes qui réussissent, il y a tellement de femmes qui font plein de choses. Il y a plein de célébrités inspirantes et ce sont des femmes. De toute façon, sur le coup, je savais tellement pas comment prendre la réflexion que je suis restée très très bête et je n'ai rien dit. Genre, je pense que j'ai dû rigoler, quoi. Non, non, mais c'est dur de répondre à ça. Ouais. Mais même, je pense que même encore aujourd'hui, alors, j'aurais plus les armes pour me défendre et j'aurais plus cette maturité et ce recul de pouvoir répondre. De toute façon, à quoi bon débattre avec cette personne? Bah quand même, elle travaille avec des personnes en situation de handicap, hein, c'est un peu inquiétant. C'est très inquiétant. C'est un choix de travailler avec des personnes en situation de handicap. On sait à quoi on s'attend, plus ou moins. Donc, dire des choses comme ça, enfin, je me demande à quel moment il s'est dit, je vais l'encourager ou je sais pas, je vais la préparer de cette manière-là en lui disant des mots pareils. Enfin, c'est pas possible. Bref, revenons à des perspectives un peu plus positives puisque ton lycée s'est bien passé et que de ce que tu m'as raconté, c'est une période où tu t'es beaucoup épanouie, où tu as eu un environnement ultra sain autour de toi, tu avais des amis qui étaient très protecteurs, si je me trompe pas, et surtout tu as eu un personnel enseignant qui t'a vraiment accompagné dans ta réussite vers le bac. Est-ce que tu peux nous donner du coup les éléments qui font que tu t'es bien sentie et que tu as pu donner le meilleur de toi-même dans tes études? Bon, les meilleures années de ma vie, m'a tellement changé la vie. En fait, le fait de passer du collège au lycée, parce que déjà, je me suis retrouvée dans une classe où on était 12. Contrairement au collège où on était 30. Donc déjà, rien que ça, je me suis dit, OK, c'est un bonheur d'avoir une classe où on n'est que 12. On gardait les mêmes professeurs de la seconde jusqu'à en terminale. Donc déjà, fin seconde, ils nous connaissaient tous par cœur. Donc ça, c'était aussi incroyable. On pouvait leur parler, on pouvait leur faire part de nos doutes, de nos peurs, de nos demandes, de nos questionnements. Et ils étaient là, ils nous écoutaient, ils trouvaient les bonnes réponses. Et vu qu'ils nous connaissaient, ils savaient comment nous parler, comment nous dire les choses et comment nous répondre. Et il y avait ce côté extrêmement rassurant de pouvoir tout se dire sans forcément être gêné. Même entre nous, les élèves, on pouvait tous dire sans forcément être gêné. Donc ça, c'était top. Pareil, j'ai eu une AVS qui a été incroyable, c'est-à-dire que ma scolarité, elle en a fait comme si c'était la sienne, ou comme si j'étais sa fille, quoi. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, humainement parlant. Bah, c'est une femme extraordinaire. Tous ces élèves sont absolument fans d'elle et je pense reconnaissants à jamais pour tout ce qu'elle a fait pour nous et pour le travail en fait qu'elle a fourni, qui est incroyable. Et pour elle, en plus, c'est totalement normal et spontané de le faire. Je trouve ça hallucinant, dans le bon sens, bien sûr. Et pareil, on a passé les épreuves du bac, mais dans les meilleures conditions. Parce que, pareil, je connaissais quelqu'un à l'administration de mon lycée, la maman d'une de mes meilleures amies aussi, qui travaillait là-bas, qui, grâce à elle, j'ai pu passer mes épreuves dans une salle toute seule, avec mon AVS avec un tiers-temps, avec les agrandissements de copies. Grâce à ma professeure principale, j'ai été également exemptée de certains exercices. Donc ça a été incroyable aussi. J'avais le droit à une pause pour souffler de 10-15 minutes. Mon AVS prenait le relais, soit elle écrivait pour moi, soit elle lisait pour moi. Et encore, vu que je suis très têtue, à chaque fois je disais non, non, je continue toute seule jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Et j'étais dans une salle toute seule, contre une fenêtre, avec la lumière artificielle plus la lumière du jour.
extraordinaire. C'était magique. Et ces personnes-là, je les remercierai jamais assez. Et je serai éternellement reconnaissante de leur bienveillance, de leur professionnalisme. Franchement, j'ai eu des profs, mais d'un professionnalisme, j'ai jamais vu ça de ma vie, d'une bienveillance rare. Franchement, ça a été incroyable. Et entre nous, les élèves, on s'entraidait tous. Franchement, on était tous là, les uns pour les autres. Et moi, c'est vrai que j'étais un peu la petite sœur du groupe, un petit peu le bébé, celle qu'on prenait vraiment, qu'on traitait un peu à part et différemment, mais de manière tellement bienveillante que ça me dérangeait pas. Il n'y a jamais quelqu'un qui a été désagréable avec moi, ou il n'y a jamais quelqu'un qui m'a dit non, j'ai pas envie de t'aider, ou j'ai pas envie d'écrire ça pour toi, ou j'ai pas envie de faire ci ou de faire ça. Même quand on faisait du travail de groupe, chacun s'adaptait à moi, ce que je pouvais faire. Et toutes ces personnes-là, bah, déjà, je les oublierai pas, ça c'est sûr. Et puis, ben, je serai éternellement reconnaissante envers eux. Et puis, il y en a qui sont vraiment devenus mes amis au quotidien, que je vois très, très souvent, avec qui je fais plein de sorties, avec qui, voilà, j'ai une confiance, mais aveugle. Je peux me laisser tomber dans leurs bras, je sais qu'elles me rattraperont. Donc voilà, ça a été extraordinaire. Ouais, ce qui est à la fois énervant et encourageant dans ce que tu racontes, c'est qu'en fait, ce qui t'a permis de te sentir bien, c'est pas non plus. Alors, bon, il y a l'investissement sur une AVS qui peut t'accompagner dans tes études, bien sûr, mais le reste du temps, c'est des attentions et de l'empathie. Le fait de te permettre d'être à côté d'une fenêtre et d'avoir, en plus, la lumière artificielle, ça mange pas de pain. Le fait de te faire des agrandissements, ça prend du temps, mais c'est pas, je présume, un investissement financier énorme. Le fait de t'accorder un tiers-temps, c'est un peu de paperasse, etc. Mais c'est pas énorme. Le fait de t'accorder une pause pour te permettre de souffler, c'est juste un peu de souplesse. Donc du coup, il y a quand même énormément de choses qui peuvent être faites pour te simplifier la vie et te faire, enfin, faire en sorte que tu te sentes bien. Donc ça veut dire que c'est quand même possible. Et ça n'a pas été mis en place au moment de ton collège. Et ça n'a pas non plus été mis en place pendant tes études dont tu vas nous parler. Juste pour expliquer au niveau des études et donner un tout petit peu de contexte, actuellement, il y a un peu plus de 2% des étudiants en France qui sont en situation de handicap et il y a une loi qui oblige actuellement les établissements d'enseignement supérieur à assurer la formation des étudiants en situation de handicap. Donc les établissements sont en théorie obligés de mettre en place tous les aménagements nécessaires pour que les étudiants en situation de handicap puissent suivre leurs études. Donc ça va être leur permettre d'accéder à la bibliothèque, à la cantine, etc. Éventuellement fournir des agrandissements dans ton cas, fournir du personnel peut-être supplémentaire pour accompagner l'étudiant. Et donc toi, tu t'es engagé dans un parcours d'études supérieures et ça s'est pas vraiment passé comme ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Après le bac, et du coup, j'ai obtenu, avec mention très bien, avec 17,60 de moyenne. Merci encore une fois à mon AVS, mes professeurs et à la maman de mon ami qui travaille à l'administration. Et du coup, j'ai décidé de prendre une année, entre guillemets, sabbatique où j'ai travaillé, ça me permettait d'avoir des revenus, etc. Mais du coup, à la rentrée de septembre 2024, j'ai intégré la fac de psychologie parce que la psychologie, c'est un domaine qui m'intéressait énormément. Et moi, j'avais un vrai projet professionnel concernant la psychologie que je voulais faire. C'est-à-dire que je voulais être psychologue auprès des enfants en situation de handicap ou voilà, auprès d'enfants, mais je voulais vraiment les aider, les accompagner. Et voilà, j'avais vraiment un message à leur faire passer à travers mon aide et mon accompagnement thérapeutique auprès d'eux. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans ces études-là. En plus, le métier de psychologue, c'est quand même un métier qui est très oral. Voilà, on parle beaucoup, on échange beaucoup. Donc, ça me demande pas une concentration au niveau de mes yeux énorme. Donc, je me suis dit, ouais, c'est un très, très bon métier. Sauf qu'il s'avère que, du coup, je suis rentrée à la fac. J'ai passé un entretien avec le médecin universitaire puisque chaque étudiante en situation de handicap est obligé de passer par le médecin universitaire pour bénéficier justement des aménagements dont il a besoin. Donc moi, le médecin universitaire a rédigé son compte rendu et l'a transféré à l'administration de la fac. Donc à la rentrée, j'avais tout. Dans ce compte rendu, il était demandé que j'ai une preneuse de notes, donc quelqu'un qui prend les notes de mes cours et qui me les envoie. Donc cette personne a été formidable tout au long de l'année. Elle nous envoyait les cours en temps et en heure. Elle était là pour nous, elle était disponible, elle était bienveillante, elle était gentille.
Et donc ça, c'était top. On pouvait lui poser toutes les questions qu'on voulait. Franchement, elle était toujours présente. J'avais également demandé l'agrandissement des sujets et une secrétaire parce qu'il n'y a plus d'AVS au niveau des études supérieures. Donc du coup, c'est d'autres étudiants de d'autres licences qui se proposent pour aider les étudiants en situation de handicap. Donc moi, c'était vraiment, et le tiers-temps, c'était vraiment les seuls aménagements que j'avais demandé. Il y en avait 4. Donc j'ai eu ma preneuse de notes, ça ok. Par contre, tout le reste, ça s'est avéré très très compliqué. Faut savoir que j'avais une référente handicap. Alors je lui envoyais des mails, à chaque fois elle me répondait, mais dans la réalité, ça se passait pas comme par mail, quoi. C'était très très compliqué. Donc j'ai passé les premiers examens de mon premier semestre dans des conditions mais lamentables, lamentables. C'est-à-dire que j'étais dans un amphithéâtre très très peu éclairé, avec 500 autres élèves qui voyaient très très bien. On avait des mini-feuilles comme ça. C'était sous format de QCM, donc des questions avec des réponses à cocher. Je ne voyais même pas les questions, donc les réponses, je vous en parle même pas. C'est-à-dire que on devait cocher A, B, C, c'était minuscule comme ça. Je ne voyais absolument pas où était le A, où était le B, où était le C. Je pense que j'ai jamais fait quelque chose d'autant aléatoire que mes partiels. Et du coup, ça anéantissait absolument tout le travail que je faisais en amont, toutes les révisions que je faisais, la quantité de travail que je fournissais chez moi. J'arrivais devant ma copie, même si je connaissais tout par cœur, je voyais pas les réponses. Donc, je notais n'importe quoi. Forcément, ça s'est ressenti. Je n'ai pas validé mon premier semestre, ce qui m'a totalement découragée. Et je n'ai pas validé non plus mon deuxième semestre pour exactement les mêmes raisons. Et en fait, j'en étais même arrivée à un point où je me disais, pourquoi tu révises, sachant que tu vas arriver devant ta feuille, Alexandra, et que tu verras rien. Donc tout ce que tu fais là, ça sert à rien. J'en étais vraiment arrivée à ce stade-là. J'envoyais des mails, j'avais pas les réponses. J'avais pas l'aide que j'attendais. J'avais pas l'écoute non plus que j'attendais. Et je parlais même pas d'aide humaine, hein. Je parlais vraiment juste d'agrandissement de copie. On est vraiment sur un agrandissement de feuilles. Je pense que c'est vraiment à la portée de toute administration et de toute personne qui trouve pas d'étudiants pour m'aider à passer des partiels. Je comprends. Mais un agrandissement de feuilles, c'est vraiment à la portée de tous. L'empathie aussi, c'est à la portée de tous. L'écoute, c'est à la portée de tous. C'est pas parce qu'on a 18 ans qu'on est responsable aux yeux de la loi, qu'on est autonome, que notre handicap, il s'estompe et il s'efface. Au contraire, il est toujours là. Et moi, pour le coup, il était vraiment bel et bien là. Pareil, on n'a plus le droit au chauffeur taxi. Donc pareil, qu'est-ce que je faisais? Je prenais des Uber. Ça fait prendre des Uber, j'avais qu'une petite bourse étudiante, ça fait cher à la longue. Est-ce que tu peux expliquer les chauffeurs taxi, comment tu faisais avant et du coup, qu'est-ce que ça a changé? En gros, les chauffeurs taxi, j'en ai pas eu beaucoup. J'en ai eu vraiment au collège. Ce sont des personnes qui viennent nous chercher en bas de chez nous, qui nous amènent au collège et qui viennent nous chercher au collège à l'heure à laquelle on finit et qui nous ramènent chez nous. Parce que bah moi, ma maman, elle travaille, donc elle pouvait pas le faire. Et mon papa n'étant pas sur place, j'avais personne pour m'aider. Sauf que bah ça, cette aide-là, à partir de 18 ans, on n'y a plus le droit parce qu'ils considèrent que ben on est censé être responsable de nous-mêmes et se débrouiller entre guillemets. Et quand ma maman a voulu faire la demande pour un devis pour justement savoir combien ça coûtait un chauffeur taxi pour personnes en situation de handicap à l'année. Ils nous ont dit non, non, mais on vous enverra pas de devis étant donné qu'elle n'y a pas le droit. Donc ma maman, depuis vraiment que j'ai 3 ans, elle m'emmène à l'école. C'est-à-dire qu'elle m'emmenait quand j'étais en primaire, elle m'emmenait quand j'étais au collège, elle m'emmenait quand j'étais au lycée. Et là, à la fac, elle m'emmenait aussi tous les matins, sachant qu'elle travaille à 30-40 minutes en prenant l'autoroute de chez nous. Donc elle traversait la ville pour m'emmener à la fac, elle retraversait la ville pour aller travailler. Ouais, pour mettre en perspective sur la question du transport, par exemple, ma grand-mère, donc qui est une personne responsable puisqu'elle a 88 ans, elle est confrontée à une situation où la mobilité est devenue plus compliquée. Il y a le CCAS de sa ville qui l'emmène, par exemple, faire ses courses, etc. Donc, c'est des services qui sont proposés également à des adultes et qui existent. C'est des adultes qui sont jugés, comment dire, moins aptes à se mouvoir par eux-mêmes. Et donc, concrètement, entre une personne âgée qui peut-être a des douleurs ou qui peut-être ne voit pas, tout comme toi, et ta situation à toi, il y a quand même une proximité
entre ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Et donc, c'est un peu aberrant que tu puisses pas bénéficier de ce genre de service-là qui change ta vie et celle de ta maman. Puisque aussi l'impact, si ta maman, bon alors là, visiblement, elle a pu continuer son activité professionnelle, mais il y a pas mal d'aidants qui doivent s'arrêter de travailler pour pouvoir pallier toutes ces situations. C'est ça. Faut savoir que les aidants, ce sont les personnes qui aident les personnes en situation de handicap. Donc, ça peut être les parents, ça peut être les frères, les sœurs, enfin, peu importe. Elles aussi, du coup, elles sont très, très impactées de manière extérieure et différemment, mais elles sont extrêmement impactées par l'handicap que la personne a. Moi, je sais que ma maman, l'handicap que j'ai, c'est comme si elle aussi, elle l'avait. Parce que faire les allers-retours, les trajets, venir me chercher, m'emmener, me récupérer, elle passe son temps à faire le taxi. Ça coûte cher, l'essence. Même elle, elle est fatiguée. Quand elle a travaillé de 9h le matin jusqu'à 17h et qu'après elle doit venir me chercher à 19h30 à la fac et retraverser la ville, revenir, etc., faire des allers-retours, c'est épuisant. Pareil, il y a plein de choses au quotidien qui sont fatigantes. C'est-à-dire que, ben, voilà, je vais faire tomber quelque chose par terre, je vais pas le voir, c'est ma maman qui va se baisser pour le ramasser. Je vais laisser des miettes, c'est ma maman qui va nettoyer. Je vais laisser du dentifrice dans le lavabo, c'est ma maman qui va nettoyer parce que moi, je vois pas. Donc, elle me le dit pas tout le temps. Des fois, elle me dit, ah, fais attention, là, quand même, il y a ça, ou t'as laissé traîner ça. Mais si elle devait passer son temps à me dire, là, t'as oublié ça, faut que tu fasses comme ça, là, il y a ça, là, on s'en sortirait pas. Donc, elle me le dit pas. Mais pareil, c'est fatigant. Tout est vraiment chronométré dans ma vie. Et même mes copines aussi, elles sont extrêmement impactées. Parce que, ben, si on va au restaurant, mais que dans le restaurant, je vois pas, bah alors, soit elles doivent me lire ce qui est écrit sur la carte, du restaurant, soit carrément on doit changer de restaurant. Au cinéma, elles doivent m'aider. Dans la rue, elles m'aident. Elles me tiennent la main parce que moi j'ai tendance à traverser, je regarde pas du tout s'il y a des voitures ou pas. En fait, elles sont en hyper vigilance tout le temps. Et dès qu'elles sont avec moi, c'est vrai que bah déjà elles ont des réflexes maintenant parce que bah elles me connaissent très bien et voilà, elles ont l'habitude et elles ont une personne malvoyante dans leur vie, donc elles savent. Mais c'est des choses auquel on pense pas toujours. Si je sors le soir, faut qu'il y ait quelqu'un qui me ramène, que ce soit en voiture ou en tram. Et moi, j'ai plein de copines qui n'ont pas de voiture, qui me ramènent le soir en tram et qui retournent chez elles toutes seules le soir en tram. On habite à Nice, dans une grande ville et dans des quartiers. Et moi, j'ai toujours peur qu'il leur arrive quelque chose. Et je me dis, mais s'il leur arrive un truc, c'est de ma faute parce qu'elles m'auront ramené chez moi et qu'elles auront fait le trajet inverse tout seules. Et ça, je connais très peu de personnes bah, qui le feraient. Et j'ai vraiment de la chance d'avoir des amis comme ça, qui comprennent ce que j'ai, qui comprennent les situations parfois dans lesquelles je peux me retrouver. Une fois, je prenais le train et en fait j'étais en retard et je suis tombée dans les escaliers de la gare et il y a absolument personne qui est venu m'aider. Ils se sont tous retournés, ils m'ont regardé d'un air condescendant, ils ont rigolé et ils sont partis prendre leur train. Quand j'ai raconté ça à mes copines, elles étaient révoltées, il y en a même qui ont pleuré parce que, enfin, c'est horrible d'avoir peu d'humanité comme ça. Donc, je m'estime tellement chanceuse et je suis extrêmement heureuse d'avoir des amies parfaites à ce point-là. Et elles ont toujours des réflexes de dingue. C'est-à-dire qu'il va y avoir un trou par terre, il va y avoir des escaliers, elles vont directement me tenir le bras. Ou des fois, si elles voient que ça me saoule, que je suis pas d'humeur à ce qu'on me tienne le bras, bah alors juste elles vont me prévenir. C'est des choses auxquelles on pense pas. Ma maman, quand elle fait à manger, si par exemple elle fait des pâtes ou du riz ou de la semoule, elle me met ça dans un bol noir. Par exemple, même quand on regarde un film et il y a des sous-titres à la télé, elle va me lire les sous-titres. Et c'est plein de choses comme ça auxquelles on pense pas que ma maman fait tout le temps. Et c'est fatigant. Et j'en suis consciente. Et que mes copines font aussi tout le temps. Juste, ce que j'aimerais juste rebondir sur la fac. Déjà, moi, je trouve ça hyper courageux après le bac de continuer des études, etc. Encore plus quand on est un étudiant en situation de handicap. Mais j'aimerais sincèrement qu'on arrête déjà de nous dire qu'on est des numéros de dossier, des numéros étudiants, parce qu'il y a vraiment des personnes qui souffrent de handicap derrière ces numéros et qui ont vraiment, mais vraiment besoin d'aide. Et je trouve ça inadmissible en 2025 et en France, avec toutes les libertés qu'on a et toutes les choses qui sont mises à disposition pour les personnes en situation de handicap, de ne pas juste avoir ne serait-ce qu'un aménagement, genre un agrandissement de fait. Je trouve ça franchement aberrant.
De plus, ce que je trouve également aberrant, c'est le manque d'écoute de la part des autres envers les personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que nous, en tout cas pour ma part, moi je m'adapte tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense que les personnes en situation de handicap aussi. Mais dès qu'on va demander quelque chose, on va être pris soit comme les boulets de service, soit comme oh là là, mais elle en demande trop. Alors que non, on ne demande pas trop. On demande juste ce dont on a besoin en fonction du handicap qu'on a. Et ça aussi, c'est quelque chose à normaliser. Pareil, tous ceux qui sont dans leur bureau, derrière leur ordinateur, ils font leur travail, il n'y a pas de souci. Mais un peu d'empathie aussi, franchement, ça fait du bien. Voilà, pareil, voilà, moi, combien de fois on souffle quand il y a des personnes en fauteuil roulant qui rentrent dans les transports en commun. Moi, on m'a demandé plein de fois quel handicap j'avais pour avoir une carte à inclusion à mobilité réduite, donc une carte handicapée. Il y a même une dame qui m'a dit, non, mais de toute façon, les cartes handicapées, maintenant, ils les donnent à tout le monde. T'as dû faire un joli sourire et puis on t'a donné la carte handicapée. Non, carte handicapée, c'est la MDPH qui attribue du coup cette carte. Donc pas tout le monde ne l'a. Et si on l'a, c'est que on est vraiment reconnu handicapé. Moi, je suis reconnu handicapé à 80%. Ça se voit pas quand je marche dans la rue. Pourtant, c'est le cas. Et on est des personnes comme les autres et on a besoin d'aide comme les autres. Mais on a aussi envie de faire les choses comme les autres, même si on doit les faire différemment, même si on doit les faire plus lentement, mais on veut réussir à les faire. Et un tout petit peu d'aide, franchement, ce serait déjà énorme. Prendre en compte ce qu'on dit, prendre en compte nos besoins et juste nous écouter, ce serait incroyable. Parce que là, pour le coup, moi, j'ai raté mon année. C'est un échec, on va pas se mentir, mais c'est pas de ma faute. Parce que la quantité de travail, je l'ai fourni, les efforts, je les ai fournis. Je suis même allée passer mes partiels alors que j'avais un kyste sur la paupière et que je ne voyais absolument rien. J'ai passé mes partiels. Là, la faute, malheureusement, elle est à la fac et à l'administration. Et je pense que je ne suis pas la seule, et c'est ça le problème. Et c'est pour ça, en début d'épisode, que je disais que je trouvais que tu étais très mature pour ton âge, puisque je pense qu'il y a beaucoup de gens. Enfin, je pense que déjà, quand on a 19 ans, et a fortiori quand on est une femme, c'est difficile d'avoir autant confiance en soi et de se dire que c'est pas de notre faute. Donc, déjà, je trouve que t'es ultra mature. Effectivement, c'est pas de ta faute. Les conditions sont pas mises en place pour te permettre de réaliser tes études. Et concrètement, ton établissement d'enseignement comment dire, ne répond pas aux exigences légales, en fait, qui lui sont imposées en théorie. Donc, c'est clairement pas de ta faute, mais malheureusement, très souvent, je pense que dans des situations similaires aux tiennes, des personnes en situation de handicap peuvent avoir l'impression de pas faire assez, etc. Et comme tu le dis très bien, le travail, tu l'as fourni. Ouais, et ouais, c'est dommage parce que du coup, ça incite pas et ça encourage pas les jeunes à poursuivre des études. Mais moi, j'ai vraiment envie que s'il y a des jeunes qui m'écoutent, essayez, tentez. Euh, Tant pis si vous vous trompez, tant pis si vous échouez, au moins vous aurez donné tout ce que vous aviez à donner et vous aurez essayé et vous n'aurez aucun regret de ne pas avoir tenté. Moi, je regrette pas d'avoir tenté. C'est vrai que je suis déçue parce que j'aurais voulu faire mes 5 années. Mais voilà, entre ce que ma vie m'autorise à faire et ce que j'ai envie de faire, il y a quand même un monde. Mais il faut vraiment tester, il faut vraiment tenter, il faut vraiment essayer. Il faut pas avoir peur de dire des choses, il faut pas avoir peur euh, voilà, de parler aux gens, de voilà, de se défendre et on a des droits. Et chaque personne qui a un handicap, bah, a le droit à telle et telle et telle chose. Et il a le droit, la personne a le droit de râler, la personne a le droit de ne pas être contente si ça ne se fait pas et si ce qu'elle demande n'est pas pris en compte et n'est pas écouté. Faut vraiment pas avoir peur de dire les choses et de oser faire les choses. Et au pire, ben, on va prendre notre place, hein, juste le temps d'une journée, ils verront. Donc à se mettre dans notre situation et puis nous on se mettra à la leur et puis on inversera les rôles et on verra quoi. S'ils ont autant de courage et autant de force mentale. En tout cas, la fac, c'est vrai que c'est très très difficile. On est livré à nous-mêmes. Il y a ce côté très très libre qui peut être dangereux parce que du coup on peut vraiment se laisser aller facilement, encore plus quand on est en situation de handicap. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. Est-ce que tu peux nous dire où t'en es, toi, dans ta vie, par rapport à tout ça? Est-ce que tu as continué la fac? Est-ce que tu t'es dirigé vers autre chose? Mm. Ok, ben moi j'ai abandonné la fac parce que ça m'a plus fatigué qu'autre chose.
Moi, j'ai déjà mon combat à mener qui est mon handicap. Il faut en plus que je mène un combat auprès de la fac, auprès de l'administration, voilà. Je pense que je peux faire d'autres choses intéressantes et qui me plairont ailleurs sans forcément faire des longues études ou avoir bac+5 ou quoi. Donc, pour l'instant, je travaille en tant qu'animatrice dans les centres de loisirs. Pareil, j'aide les enfants en difficulté à faire leurs devoirs, je leur donne des cours particuliers, etc. Faut pas croire. Également dans le monde du travail, on peut rencontrer des discriminations, on peut aussi rencontrer des personnes pas forcément compréhensives, pas forcément bienveillantes. Moi, ça m'est arrivé avec une de mes directrices qui n'a pas du tout voulu m'intégrer, qui m'a humiliée, qui m'a empêché de faire des choses alors que j'étais en capacité de les faire, qui n'a pas pris en compte non plus les soucis de santé et ce que j'avais réellement comme handicap, qui a minimisé les choses. Donc ça s'est très très mal passé. Que ce soit en fait en études supérieures ou dans le milieu professionnel, on n'est pas à l'abri de rencontrer des personnes malveillantes ou voilà d'être victime de discrimination. Malheureusement, c'est comme ça. Faut aussi se blinder et apprendre à avoir du recul là-dessus. Mais il faut pas que ça nous empêche non plus de faire ce qu'on a envie de faire, de tester et d'avancer. Mais voilà, moi, c'est vrai que bah, ça a été très très compliqué et en vrai, tout au long de ma vie, j'ai dû faire face à des obstacles plus ou moins hauts. Et franchement, des fois, oui, hein, je baissais les bras. Hein. Voilà, j'assume qu'à certaines périodes, ouais, je baissais les bras. Mais en fait, c'est pas non plus la solution. Mais du coup, là, actuellement, je travaille. J'attends également de faire un bilan de compétences. Un bilan de compétences, c'est ce qui nous permet aux ces personnes en situation de handicap de connaître vraiment nos compétences, nos capacités, de savoir qui nous correspond, quel métier on est capable de faire, quel métier peut être bien pour nous. Et en même temps, il faut que ce soit quelque chose qui nous plaise, il faut qu'on se lève le matin et qu'on soit content de faire ce qu'on fait, parce que sinon, ça n'a pas vraiment de sens. Mais sinon, en attendant, je travaille. Je teste de nouvelles choses. Enfin, voilà, je sais que malheureusement, j'ai un peu moins de temps que les autres dans le sens où ben, un jour, je perdrai la vie. Je ne sais juste pas quand. C'est ça qui est aussi très angoissant. Donc, du coup, je veux tester le plus de choses. Je veux avoir fait le plus de choses pour ne rien regretter. Et bah, une fois que je vais plonger dans le noir, au moins, j'aurai tous ces souvenirs-là, tout ce que j'aurais fait en tête. Et voilà, et je serais contente que j'aurais accompli des choses. Ma dernière question, c'est si on doit retenir quelque chose, c'est quoi? Quel est le message que tu veux transmettre? Être malade, avoir un handicap, ça ne veut pas dire que on doit rester sur notre canapé à regarder la télé. Il y a deux solutions. Quand on a un handicap, quand on a une maladie, c'est soit on subit la chose, et donc dans ces cas-là, on se tire une balle dessus, soit on combat. Et c'est vraiment ça qui nous fait tenir, en tout cas pour ma part, moi, c'est vraiment de combattre. Et tant que j'arriverai à combattre mon handicap, il y aura toujours de l'espoir. Pour moi, c'est vraiment la dernière chose qu'on perd, l'espoir. Et vraiment, me battre face à cette maladie, ça me fait du bien mentalement. Et puis, forcément, ça me donne aussi de la confiance. Voilà, c'est conserver mon autonomie, tester des choses, conserver mon courage, voilà, ma résilience aussi. Avoir un handicap, oui, c'est frustrant. Oui, c'est injuste. Faut arrêter de chercher des réponses à des questions, enfin, à des questions, finalement un peu futiles. Des réponses qu'on n'aura jamais. Pourquoi ça m'arrive à moi et pas aux autres? Ben, parce que c'est comme ça. Peut-être parce que la vie, elle s'est dit que toi, tu étais capable de surmonter ça plus qu'une autre personne. Pourquoi moi? Faut arrêter de se polluer la tête avec des questions comme ça. Faut juste avancer. Il y a des handicaps, malheureusement, où on doit avancer de jour le jour, et c'est pas grave. Aujourd'hui, on fait ça, et on est fiers d'avoir fait ça. Demain, on fera autre chose, et on sera fiers. Que ce soit les petites victoires ou les grandes victoires, faut vraiment être fiers, et faut oser. Même si on fait les choses différemment, même si on fait les choses plus lentement, même si on fait voilà, à notre rythme ou qu'on modifie notre façon de faire, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on fasse ce qu'on a envie de faire et qu'on le fasse comme on veut. Et c'est ça qui compte vraiment. Puis voilà, et puis c'est bien aussi d'être différent, de pas être Madame tout le monde. C'est bien de ne pas ressembler aux autres. C'est bien aussi d'avoir un train de vie un peu atypique, d'avoir bah, ce trait de personnalité-là atypique. Moi, je sais pas si j'aurais autant de copines, autant de personnes bienveillantes autour de moi si j'avais mon handicap.
Je sais pas si j'aurais également cette maturité-là, parce que malheureusement, ben ouais, à 6 ans et demi, j'ai dû grandir un peu plus vite que les autres. Faut aussi tirer le positif de ce qu'on a et oser faire les choses. Et c'est pas parce qu'on a un handicap ou qu'il y a des gens qui vont nous dire que ça c'est trop compliqué. Ah ouais, mais t'es malade, alors ça tu peux pas faire. Mais tu es qui, toi, pour me dire que vu que je suis malade, je peux pas le faire? Est-ce que toi-même tu es malade? Non. Donc laisse-moi faire, laisse-moi au moins essayer, laisse-moi tester. Si c'est trop dur, au moins j'aurais testé. Mais voilà, ne me dis pas ce que j'ai à faire. Et au moins j'aurais eu le mérite et la satisfaction d'avoir testé. Donc voilà, c'est vraiment ça que je veux faire passer comme message, ne pas se lamenter sur son sort. Et vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être frustré, vous avez le droit d'être en colère. Moi, ça m'arrive très souvent. Vous avez le droit de pleurer aussi. C'est du bien de pleurer, vous avez le droit d'en parler. Mais vraiment, ouais, ne pas s'avouer vaincu. Et il y a qu'à voir, par exemple, les athlètes, les joueurs de haut niveau, il y a même des acteurs, il y a même des chanteurs qui ont un handicap et qui font des choses incroyables. Ouais, alors moi j'ai deux réactions à ce que tu viens de dire. La première, c'est que, bon, alors je suis d'accord avec toi, bien évidemment. Premier point, pour te permettre d'être autonome, pour permettre aux personnes malades d'avoir des projets, de se développer et de quelque part, éloigner les frontières de la maladie, les repousser sans cesse. Faut qu'il y ait un État qui soit au niveau et des pouvoirs publics qui soient au niveau pour permettre en fait aux personnes qui sont confrontées à la maladie ou au handicap de pouvoir repousser les limites de l'autonomie, etc., de pouvoir habiter seul, d'être soutenu, d'avoir des revenus décents et plein de choses, un suivi médical qui soit satisfaisant. Il y a un enjeu des pouvoirs publics à soutenir tout ça. Et le deuxième point, ton discours, il est ultra fort sur le fait de se battre, de pas s'avouer vaincu, etc. En revanche, si vous êtes une personne valide, c'est pas ok de dire ça à une personne qui est confrontée à la maladie ou au handicap. Toi, tu le dis parce que tu le vis de l'intérieur et tu sais ce que ça représente. Et c'est très bien et c'est très fort. En revanche, c'est pas ok d'arriver et de dire là, t'es en train de baisser les bras et moi, je pense que tu pourrais faire plein d'efforts et tout quand on est une personne valide. Ah oui, bien sûr. Faut faire très attention à ce qu'on dit et à comment on le dit, hein. Oui. Puis même, moi, il y a une phrase qui m'énerve, c'est non, mais moi, si j'étais à ta place, je ferais, mais tu n'es pas à ma place. Tu n'es pas à ma place et je serais très curieuse de voir comment tu réagirais justement dans cette situation si tu étais à ma place. Donc, oui, personne ne sait vraiment comment chacun ressent son handicap, comment il le vit. Voilà, je vis mon handicap d'une certaine manière. Je sais que si demain je rencontre une autre malvoyante, je sais qu'elle vivra son handicap d'une autre manière. Et même moi, je me permettrai pas de lui dire, ah ouais, ok. Ouais, mais moi, tu sais, même si je suis malvoyante, je fais ça. Non, parce que moi, c'est moi, elle, c'est elle, lui, c'est lui. Et chacun est différent. Chaque handicap aussi est différent. Il y a des degrés d'handicap aussi. Il y a des niveaux. Donc, oui, se permettre de donner un avis même des fois sans jugement, bah ça peut être déplacé. Donc faut faire attention, surtout quand on est une personne valide et surtout quand on est voilà, quand on a toutes nos capacités. Donc voilà, moi j'ai des copines bah, qui ont toutes leurs capacités et qui n'ont jamais jugé, qui n'ont jamais donné un avis malveillant ou un avis face à des décisions que j'ai pu prendre, face à des choix que j'ai pu prendre dans certaines situations, même ma maman aussi, parce que bah il y a pas cette légitimité-là en fait. Donc voilà, elles savent pas vraiment comment je vois, comment je le ressens au fond de moi. Donc elles peuvent pas se permettre de le dire, enfin, de dire des choses et elles le font pas. Et ça, c'est vraiment une très grande preuve de respect. Je pense que le meilleur moyen de t'accompagner en général, c'est juste d'écouter pour te comprendre. Et puis après, peut-être de te suggérer des pistes de réflexion, mais c'est en tout cas de principalement t'écouter pour savoir quels sont tes besoins avant de dire il y a une solution qui existe. Bah, déjà, oui, c'est sûr que si on veut être aidant, la base, c'est l'écoute. Vraiment, l'écoute, c'est pas que pour les personnes en situation de handicap. Vraiment, je pense que l'écoute, ça permet beaucoup de choses. Et voilà, la communication, l'empathie, savoir aussi se mettre à la place des autres. Ça aide. Franchement, ça aide. Après, c'est vrai que, ben, ouais, pour être aidant, franchement, ça va pas que tout. C'est aussi une question de volonté. Mais voilà, ne jamais juger et toujours partir du principe que on ne sait pas comment la personne ressent les choses et ce qu'elle vit vraiment.
parce que nous, on vit ce qu'on vit de notre point de vue à nous. Elle vit ce qu'elle vit de son point de vue à elle. Donc, on peut pas non plus se permettre de dire ou de faire des choses un peu trop comme on veut. C'est que mes copines, des fois, je leur dis, bah non, là, à cet endroit-là, il y a plein de marches, j'ai pas envie. Des fois, juste, je me sens pas de faire des efforts, parce que des fois, c'est vrai que j'en ai marre aussi de faire des efforts. Bah, mes copines, elles me disent, OK, bah, on va dans un autre parc, on fait autre chose. On est arrivé au bout de mes questions. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, hein, je pense que j'ai tout dit. Euh, ouais, j'ai tout dit. Bien Ok. s'entourer aussi, ça compte. Ouais, ça rejoint ce que je voulais dire pour terminer, c'est que quand même, il y a quelqu'un dont tu as beaucoup parlé dans tout l'épisode, non, et qui revient beaucoup, c'est ta maman. Donc, je crois que juste on peut lui rendre un super bel hommage parce que elle a l'air, enfin, je t'ai pas rencontrée, hein, mais ça fait 3 fois qu'on se voit et 3 fois que quand même tu en parles avec des étoiles dans les yeux et qu'elle a l'air de te soutenir contre vents et marées. Bah, ça va faire 13 ans, là, le 2 août, qu'on est au courant de ce que j'ai. Et c'est vrai que ça fait 13 ans que ma maman, elle est là tous les jours de l'année, nuit et jour, vraiment, à chaque heure, tout le temps, et qu'elle lâche pas. Et je l'entends jamais se plaindre, je l'entends jamais râler, jamais un mot plus haut que l'autre, jamais une réflexion déplacée, toujours les réflexes au bon moment, toujours là quand il faut être là. Et je trouve ça hallucinant, une faculté d'adaptation constante. Et, et c'est rare, parce que déjà, être parent, c'est difficile, ça s'apprend, mais être parent d'un enfant en situation de handicap, c'est encore plus difficile. Et elle gère. Je sais pas comment elle fait. Je pense que même elle ne saura pas le dire. Mais je pense que, bah oui, il y a l'écoute, il y a la communication. Mais oui, elle gère. En plus, elle est toute seule. Voilà. Mes frères sont au top aussi. C'est vrai qu'ils sont un peu plus, sont un peu moins au fait et voilà, ça, il y a certaines choses qui les échappent ou qui les dépassent, ou qui ont du mal à comprendre. Bah, moi, non, elle comprend tout. Elle est top. C'est vrai que toutes les personnes qui me côtoient et qui me connaissent savent quelle place elle a dans ma vie, quel rôle elle occupe et ils sont tous très, très, très admiratifs d'elle, quoi. Moi, la première. Franchement, c'est elle la vraie guerrière, hein. Voilà. Vous êtes deux, hein. Ouais, c'est vrai. En fait, on a un bon duo de choses. L'épisode se termine et mes sentiments sont contrastés. D'une part, il y a l'engagement indéfectible des proches d'Alexandra, parmi lesquels sa maman et ses amis. Comme vous l'avez entendu, une attention fine est nécessaire pour accompagner Alexandra en identifiant les éventuels points de difficulté, en adaptant son environnement pour lui permettre par la suite de réaliser ses actions en autonomie dans un cadre sécurisé. Cette vigilance et cette attention de son entourage contrastent avec une certaine absence des pouvoirs publics sur la question. Comme vous l'avez entendu, les ajustements qui simplifient la vie d'Alexandra sont parfois très simples. Des agrandissements, de la lumière, un tiers-temps. Certains des refus qui lui ont été opposés témoignent pour moi d'un manque cruel d'humanité qui me rend perplexe. À quel moment est-ce qu'on refuse à quelqu'un d'allumer la lumière pour qu'il puisse réussir son examen ? Pour clore l'épisode, je tenais à remercier Alexandra qui m'a contactée et qui a partagé sa bonne humeur, sa force et sa détermination. Je transmets également une pensée affectueuse à sa maman qui déplace des montagnes pour sa fille. L'Anomalie est un podcast autoproduit qui vise à ouvrir la parole sur la maladie et le handicap. Je travaille dessus avec mes petites mains sur mon temps libre. Si vous souhaitez soutenir ma démarche, rien de plus simple. Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Mettez une note au podcast ou un commentaire, cela le rendra plus visible sur les plateformes d'écoute. Enfin, vous pouvez me partager vos retours sur Instagram, sur le compte l'anomalie.media. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous.